Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Cala, vice-présidente de l'ISNAR-IMG, interne en 3e semestre à Nancy. C'est avec une grande joie que je vous accueille si nombreux pour cet atelier. Médecine générale, 1001 pratiques. 1001 pratiques, pourquoi ? Parce qu'avec près de 88 000 médecins généralistes sur l'ensemble du territoire français, la médecine générale peut se pratiquer de 88 000 façons différentes. Selon le lieu où nous pratiquons, selon les patients et enfin selon nos aspirations. La médecine générale est la plus belle des spécialités, n'est-ce pas ? Nous voulions, le temps d'un instant, discuter des possibilités d'exercice qui nous sont offertes. La WONCA, World Organization of Family Doctors, définit la médecine générale ou médecine de famille comme étant le premier contact avec le système de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux usagers, prenant en compte tous les problèmes de santé, indépendamment de l'âge, du sexe ou de toute autre caractéristique de l'individu concerné. Nos expériences, nos rencontres, durant nos stages, influent de manière consciente ou inconsciente notre rapport à l'exercice de la médecine. Nous allons nous poser la question: comment adapter la médecine générale aux spécificités des populations que nous côtoyons sur différents terrains d'exercice? Alors, le déroulé qui est présenté sur la diapositive n'est pas tout à fait bon. Notre intervenante pour la médecine côté mère est partie sur une urgence, donc elle aura un petit peu de retard. Donc, nous aborderons l'exercice de la médecine en montagne, qui adapte son organisation à des variations de besoins de soins. Nous aborderons ensuite l'exercice de la médecine des migrants, exposé à des pratiques en lien avec le choc culturel et des besoins de soins spécifiques. Puis enfin, si nous arrivons à joindre notre intervenante, nous aborderons l'exercice de la médecine insulaire, comme exemple de l'adaptation à un environnement particulier. Donc la liste de nos intervenants n'est pas dans le bon ordre non plus, parce que c'est vraiment une urgence, une douleur thoracique, vous savez ce que c'est. Donc, pour des raisons de vacances scolaires, avec des plannings assez chargés pour certains de nos confrères, donc nous accueillerons en visioconférence le professeur François Stadevin, médecin généraliste sur l'île de Groix, professeur associé au sein du département de médecine générale de Rennes. Nous accueillerons aussi, donc en visioconférence toujours, le docteur Julien Mirabel, médecin généraliste à Valsénie, maître de stage universitaire rattaché à la faculté de Grenoble et membre du conseil d'administration de l'association Médecins de montagne. Et nous accueillons aujourd'hui, présente parmi nous, Dr Tréguette. Bonjour, Dr Tréguette. Médecin généraliste à La Roche-sur-Yon, maître de stage universitaire à la faculté de médecine de Nantes, titulaire d'un diplôme universitaire de psychiatrie transculturelle, et enfin, auteur du livre « Qui sont ces migrants qui débarquent dans notre petite ville ?» Voilà. Avant tout, je déclare n'avoir aucun lien ni conflit d'intérêts. Donc, on y reviendra. Nous allons prendre de la hauteur. La montagne offre un éventail d'activités très important, attirant ainsi, en hiver comme en été, un grand nombre de vacanciers amateurs de grand air. Ce flux de population entraîne des variations importantes des besoins de santé. L'exercice de la médecine générale en station de sport d'hiver est particulier, en raison de son originalité et de sa pluralité.
Elle se démarque de l'exercice classique en cabinet par la diversité des situations rencontrées, telles que la traumatologie des sports d'hiver, la prise en charge des urgences plus fréquentes et dans des contextes parfois d'accès compliqués. Docteur Mirabel, Docteur Mirabel, en quoi consiste votre activité? Comment avez-vous su adapter votre exercice professionnel aux exigences de la montagne et au flux de population? Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Effectivement, tu m'as demandé de parler un petit peu de notre pratique en montagne. Donc, on a fait un petit PowerPoint là, puis après, on répondra un peu aux questions. Donc, tu peux lancer les slides. Je vais commencer par vous présenter un petit peu ce qu'est l'association Médecins de Montagne. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Ouais, super. Du coup, tu peux lancer le PowerPoint. Donc l'association de médecins de montagne, c'est une association loi 1901 qui est fondée en 1953. On n'est pas beaucoup, hein, on est 320 membres actifs. Donc il y a tous les médecins installés, les médecins adjoints, remplaçants. Il y a aussi les internes qui sont passés chez nous en stage, qui sont membres de l'association, et des spécialistes, surtout pas mal de chirurgiens pour nous aider, nous conseiller dans notre pratique un peu spécifique. À noter aussi qu'on est organisme de formation, donc DPC, FAF et tout plein d'autres formations. Je peux mettre la slide suivante. C'était juste pour illustrer le fait que on fait de la formation sur de la traumato, de la médecine d'urgence. Sur la slide de gauche, c'est une de nos formations pour les internes et les jeunes médecins sur l'immobilisation. Sur la slide suivante, c'était juste un mot pour dire le fait qu'on était pas mal à être maître de stage universitaire. Donc là, c'était les derniers chiffres, on était 47 maîtres de stage. On encadre pas mal de sujets de thèse donc, liés à la médecine éloignée, la médecine en traumato, médecine d'urgence. Et que tous les ans, on organise une rencontre annuelle avec les internes et les maîtres de stage ou les médecins en montagne. Généralement, c'est courant avril-mai. Tous les internes, bien sûr, de France sont conviés. On a régulièrement donc des internes de la fac de Grenoble, mais pas que. De la fac de Tours l'année dernière, de la fac aussi, si je ne dis pas de bêtises, il y avait Lille aussi qui était venu, donc c'est toujours super intéressant. Tu peux mettre la slide suivante. L'idée aussi, c'était de poser la question, qu'est-ce qu'un médecin de montagne? En fait, il n'y a pas de DES, il n'y a pas de DESC, il n'y a rien. En fait, on est médecin généraliste. On n'a pas de spécialité particulière. C'est un médecin qui est installé, qui fait de la médecine générale en station de sport d'hiver ou à proximité. On n'est pas toujours obligatoirement dans la station, donc avec des particularités d'éloignement et des activités surtout assez saisonnières. Je peux mettre la slide suivante. Sur l'activité qu'on va avoir, on va avoir effectivement, donc je redis, on est quand même généraliste avant tout, donc avec de la médecine générale classique, mais on a en plus une activité spécifique liée à la traumatologie, donc la traumatologie de sport d'hiver, l'hiver, et l'été lié, ça va être pas mal le VTT, la rando, etc. Donc de la jambe cassée. Quand on marque petite chirurgie, c'est de la suture surtout, ce genre de choses. Donc dans les cabinets, on fait la radio, on a quasiment tous un appareil de radio, et on est de plus en plus à s'équiper en échographie maintenant, parce que c'est un peu l'avenir de la médecine, et on n'y échappe pas, nous aussi, dans pas mal d'indications maintenant, c'est l'échographie. Prise en charge des urgences, on est beaucoup à être médecin correspondant SAMU, donc à être formé sur tout ce qui est infarctus, douleur thoracique. J'entendais que ma consoeur est partie sur une histoire d'infarct, et effectivement, c'est des choses sur lesquelles on va être pas mal formé, et ce qui augmente aussi les drogues qu'on va pouvoir utiliser au cabinet, ce qui est plutôt très intéressant. Donc l'organisation, effectivement, c'est ça qui fait un peu notre particularité. On a des gros cabinets avec des gros cabinets de groupe, la plupart du temps avec plusieurs médecins. Quelques cabinets sont avec un médecin seul, mais on a toujours au moins des secrétaires. Là, nous, on a des manips radio, des infirmières,
Et l'équipement, comme on disait, effectivement, d'avoir un équipement un peu plus poussé que dans un cabinet de médecine générale avec que de la consultation. Je te laisse mettre le slide suivant. Bon, la localisation, on en a parlé, on est éloigné, on est dans de la médecine rurale éloignée. Donc, nous, l'hôpital le plus proche est à 3/4 d'heure. Le gros centre de cardio, c'est plutôt 1h30, 2 heures. Donc, on est dans la médecine éloignée. Sur la population, sur la slide suivante, tu peux te permettre d'enchaîner sur la suivante. On a effectivement une population touristique. Donc ça, c'est la population qu'on va voir en ce moment, donc avec des gens qui viennent juste pour les vacances, une semaine, avec un gros afflux. L'exemple de notre station, on est à 3000 habitants à peu près en intersaison. Là, on est à 30 000 à peu près, donc on a bien multiplié notre population. Sur la slide suivante, effectivement, on a aussi une population saisonnière, donc des gens qui viennent travailler spécifiquement l'hiver en station. Et puis effectivement, comme tu mettais sur la population suivante, la population locale, c'est-à-dire que malgré tout, même si on a ces deux autres populations en ce moment, on a aussi nos patients habituels à devoir gérer avec nos visites. On essaie de ne pas faire trop nos renouvellements, mais on a quand même les gens du coin à voir. Alors, la slide suivante, c'est juste une petite illustration des choses qui arrivent au cabinet. Heureusement, c'est pas toujours comme ça, sinon ça serait quand même lourd, mais ouais, effectivement, la traumatologie qui est la particularité de nos stations. La slide suivante, c'est ce qu'on disait juste avant, le fait que, oui, on fait des infarctus, on fait d'autres prises en charge de patients graves, ce qui varie effectivement l'activité de tous les jours. Donc après, je t'ai mis un peu d'images donc sur les cabinets médicaux qui sont des grosses structures pour la plupart. Tu peux remettre après, effectivement, tu vois, on a l'exemple d'une salle de soins, donc d'une salle de plâtre ou de perfusion, d'attente pour un patient un peu grave. Sur la slide suivante, tu vas avoir un exemple d'appareil radio. Ça, c'est la plupart du temps, on est quasiment tous équipés avec ce type d'appareil. C'est pas des gros appareils, ça permet effectivement de faire pas mal de membres. C'est plus compliqué quand on commence à vouloir faire du rachis, il faut des appareils un peu plus performants. La slide suivante, c'est comme je te l'expliquais sur l'échographie sur lesquelles on commence à tous se former. Et tu peux mettre, voilà. L'idée, effectivement, la question se pose souvent, et puis les internes nous demandent comment est-ce qu'on devient médecin de montagne. Comme je redisais, il n'y a pas de formation spécifique, donc c'est souvent, il y a une initiation par les stages d'interne. Moi, j'ai commencé par être interne en montagne avant d'être médecin en station. Donc il y a plusieurs stages possibles. Nous, on a des stages de premier niveau, donc avec des internes de premier, deuxième semestre. Il y a des SASPAS et l'été, on a aussi des projets perso. Effectivement, pour l'instant, les UPL et les SASPAS, c'est affilié fac de Grenoble, mais les projets perso, on a des internes de différentes facs qui peuvent venir dans nos stages sans aucun souci. Ensuite, il y a les formations au sein de l'association, c'est-à-dire qu'on est organisme de formation, on organise toujours des formations beaucoup liées autour de la traumatologie, parce que vu qu'on n'a quand même pas beaucoup de formations dans notre formation initiale, on refait du genou, de l'épaule, de l'immobilisation, avec des formations spécifiques pour les jeunes et puis des formations après tout au long du cursus, de l'évolution pour les plus anciens, etc. Pour les médecins correspondants SAMU, il y a 2 jours de recyclage tous les ans, obligatoire pour refaire l'infarctus, l'arrêt cardiaque, l'intubation, l'intraos, ce genre de choses. Donc ça, c'est indispensable. Les remplacements, ça c'est vraiment ce qui permet de faire ses armes en médecine de montagne, c'est-à-dire venir faire une saison l'hiver avec un collègue plus ancien pour apprendre à faire des radios, la traumatologie, comment est-ce qu'on l'appréhende en médecine de montagne, comment est-ce qu'on gère nos patients. En fait, on a mis compagnonnage parce que c'est vraiment comme ça qu'on imagine la formation. C'est vraiment avec les collègues plus anciens et puis dans lors des formations, on va avancer sur comment faire pour la traumatologie. Parce que c'est vraiment une grosse question au début, c'est vraiment l'inquiétude, c'est voilà, je m'y connais pas trop en traumato, comment est-ce que je fais pour savoir? Et c'est vraiment sur les assistants temporaires, les remplacements qu'on se fait les armes en tout cas. Et l'avant-dernière slide, c'était aussi l'idée de la vie en médecine de montagne. C'est vrai que c'est une activité à 2 vitesses. Donc, je mettais l'activité saisonnière. Ouais, là, on est dans des périodes où on bosse énormément.
On a effectivement la saison d'hiver, on a énormément de boulot. Et par contre, on a des intersaisons beaucoup plus calmes, avec beaucoup de vacances, beaucoup de temps de pause, de repos pour faire d'autres choses, de l'associatif, partir en vacances. Ça, ce qui est plutôt génial. Et puis, on a un sacré cadre de vie. Alors, il faut aimer vivre un petit peu loin de la ville parce qu'on n'est pas à côté. Mais pour le ski, la rando, les balades, c'est quand même génial. Voilà, après, je pense que c'est à peu près pareil que chaque fois qu'on est en médecine éloignée, en médecine rurale. Il faut avoir envie effectivement d'être un petit peu éloigné. Donc c'était le petit topo que j'avais fait. Après, je pense que s'il y a des questions, ça sera plus intéressant que de m'entendre parler uniquement. Voilà. Merci beaucoup, Dr Mirabel. Excusez-moi, le petit changement de programme. Voilà. Nous allons ensuite évoquer l'exercice de soins primaires pour les populations des migrants précaires. Les médecins généralistes bénéficient d'un large accès aux différentes catégories sociales de la population et s'inscrivent en témoins privilégiés des inégalités de santé. Certains migrants parviennent en Europe au terme d'un parcours complexe depuis leur pays d'origine. Nombre d'entre eux présentent des problèmes de santé physique ou psychologique. Certains portent les empreintes de la guerre ou de leurs conditions de vie avant le départ. D'autres ont souffert durant leur parcours migratoire sans pouvoir se faire soigner. La porte d'entrée du migrant dans le système de soins est le plus souvent le médecin généraliste. La consultation du migrant fait partie des situations de soins décrites par le référentiel métiers et compétences des médecins généralistes. Marquée par des obstacles linguistiques et culturels, cette consultation fait appel à l'ensemble des compétences du médecin généraliste définies par la WONCA. Docteur Tréguet, pouvez-vous nous conter en quoi soigner des migrants est une expérience singulière ? Donc, je m'appelle Brigitte Tréguet, je suis médecin généraliste dans la préfecture de Vendée, dans une maison de santé pluriprofessionnelle, médecin infirmier, avec tout un tas de jeunes médecins. Je suis aussi maître de stage. Donc, je fais de la médecine générale complètement de base. Et dans ce cadre-là, très particulièrement, il y a une quinzaine d'années, on a vu arriver au cabinet des personnes issues de conflits terrifiants, notamment les Tchétchènes et les Somaliens, les premiers qui sont arrivés. Et ça a beaucoup interrogé notre pratique, puisque on ne parlait pas la même langue, on ne comprenait rien. Moi, je ne connaissais rien à la migration. Ça m'intéressait, d'ailleurs, pas spontanément, mais je me suis intéressée aux gens qui vivaient dans ma ville. Et ça a été un immense voyage avec eux. Donc, effectivement, quand j'ai arrêté mes statistiques à un moment, parce que je n'ai pas forcément envie de compter tout le temps, mais on doit être à plus de 500 personnes, migrants précaires, qui ont consulté au cabinet médical. Donc, je vous mets quelques nationalités. Ça change très vite la migration, tous les 5 ans, on voit des vagues différentes en fonction des soubresauts de la planète. Ceux qui m'ont le plus interrogé au début, c'était les Somaliens, les Tchétchènes, parce qu'ils arrivent de conflits où toutes les structures humaines, toutes les valeurs ont volé en éclats dans des guerres civiles. Et c'est des gens qui sont arrivés très, très détraqués physiquement et moralement. C'est des femmes qui ont accouché dans les sous-sols de Grozny, sous les bombardements. C'est des gens qui ont été soignés dans des hôpitaux bombardés, physiquement très marqués. Donc, pour rencontrer ces gens-là, il faut du temps, il faut de la patience, il faut se désapprendre un peu de ces jugements de valeur. Par exemple, on a beaucoup parlé du voile. Soigner une femme voilée, il faut quand même tout simplement ne pas projeter ces préjugés de femmes maltraitées par son conjoint ou de femmes dans une
dans une religion archaïque, parce que sinon on ne peut pas créer du lien. Et puis il faut s'intéresser à eux. Je pense qu'ils sont extrêmement sensibles à la considération qu'on peut avoir pour eux comme personnes et à la considération qu'on peut avoir pour leur histoire. Et quand on a simplement traîné une demi-heure sur Wikipédia la semaine d'avant pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe et pourquoi ils viennent, ils sont extrêmement touchés par ça. Alors qu'est-ce qu'on voit comme pathologie somatique? On voit beaucoup d'hépatites, l'hépatite C. Alors j'ai appris beaucoup de choses, du coup j'ai fait faire des thèses parce que c'est des choses qui n'étaient pas beaucoup connues. On voit beaucoup d'hépatite C par exemple chez les Géorgiens. On voit beaucoup de sida et de syphilis, pas forcément de pathologie d'origine, mais acquise malheureusement dans le parcours migratoire. Je pense que tout le monde a vu plus ou moins les reportages sur ce qui s'est passé en Libye, pardon. Donc les gens d'Afrique noire qui séjournent pendant quelques mois, quelques années en Libye et qui vivent des choses atroces. On a pas mal de diabète, on a des épilepsies non soignées, on a beaucoup d'insuffisance rénale aussi. Ça, je ne sais pas exactement pourquoi. Ce sera peut-être la prochaine thèse. Alors, il y a beaucoup de pathologies psychiatriques aussi. Donc, c'est des gens... C'est pas très gai ce que je vous raconte, mais on finira par les choses plus sympas. On a des gens qui ont été torturés dans les prisons de Poutine, notamment en Tchétchénie ou d'Daghestan, en Somalie. Et puis, il y a la douleur de l'exil. On va dire que les gens qui viennent pour des migrations économiques, ils gardent un lien avec le pays d'origine, ils peuvent retourner. Les gens qui viennent de migration de guerre, ils ont perdu leur patrie et ils ont été maltraités par leur propre patrie. Donc il y a une nostalgie qui est extrêmement prégnante chez ces gens-là. Alors pourquoi c'est difficile de soigner des migrants précaires? Déjà parce qu'on ne parle pas la même langue. Donc on peut peut-être soigner une jambe cassée sans trop expliquer, mais j'ai mal à la tête. Alors j'ai mal à la tête. J'ai appris à dire... j'ai mal à la tête en russe. Ça, c'est la première leçon de russe que j'ai appris, parce que j'ai pris des cours de russe pour survivre. Donc, j'ai appris « Umenia galavabalit, paracetamol, nipa magayet ». Alors, j'ai appris cette phrase, et du coup, je l'ai fait rire. Donc, déjà, le mal de tête va un petit peu mieux. Ce qui est difficile, c'est évidemment l'absence de titre de séjour quand on a des gens très, très démunis, qui n'ont pas de logement, qui ont peur d'être arrêtés. Donc, on vit dans une espèce d'angoisse partagée. C'est extrêmement difficile. Et c'est vrai qu'on est impacté par la tragédie qu'ils vivent. Alors, on essaye de trouver la juste distance, qui n'est pas la froideur de l'immense distance, mais qui n'est pas non plus la fusion. C'est pas très facile à trouver. Et en plus, parce que le fait d'avoir eu un grand malheur ne protège pas des autres. C'est-à-dire, on peut être migrant précaire et avoir un adolescent qui fait des conneries, ou avoir un cancer, ou enfin tous les autres malheurs qui peuvent arriver. Alors, je voulais vous parler du libéral parce que souvent, on croit que parce qu'on est en médecine libérale, on ne peut pas inventer. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le président du Conseil de l'Ordre ce matin, je ne sais plus qui a dit ce matin, qu'il fallait inventer. Et en libéral, on a le droit d'inventer parce que c'est nous le patron, donc on peut faire des choses. Donc moi, par exemple, j'ai embauché une interprète en russe et en arménien. Qui était une jeune femme qui était en BTS ou en bac pro, je ne sais plus, et qui venait 2 heures par semaine chez moi pour que je puisse travailler dans des conditions correctes. On a monté aussi une association de soins psychiques, donc on reçoit ces torturés en dehors du cabinet, 1 heure où on a vraiment le temps de faire du travail. Et on a demandé une subvention de fonctionnement, de lancement au commissariat aux réfugiés. Et on a été extrêmement touchés. Ils nous ont envoyé un émissaire et ils nous ont dit « c'est bien ce que vous faites, continuez ». Parce que le fait d'inventer, il faut toujours évaluer pour être sûr de ne pas jouer aux apprentis sorciers avec des gens qui ont été déjà extrêmement traumatisés. Donc ça demande une grande rigueur professionnelle. Et le fait que le HCR nous ait encouragés, c'était vraiment un moment très fort dans ce travail. Et donc, c'est une production de savoir, parce que tous ces gens-là, quand ils arrivent dans le système de soins français, ils sont inadaptés, ils sont compliqués à prendre en charge. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut pour les faire rentrer dans les cases. Ils viennent aux urgences pour un truc qui n'est pas urgent. Enfin, c'est toujours inconfortable. Et donc, il y a une production de savoir sur qui sont ces personnes, quelles sont leurs pathologies, comment les soigner au mieux. Donc, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire un
un poster aux rencontres Prescrire il y a quelques années. J'ai vu que Prescrire avait accepté mon poster, il avait publié. Donc moi, je me reconsidérais comme un petit médecin généraliste d'une petite préfecture de province. Et finalement, j'ai vu que je pouvais jouer dans la cour des grands. Donc ça a été un moment important pour moi. Et maintenant, je publie dans Pratique de temps en temps. Et j'échange avec le réseau Mixant, qui est un réseau du CNRS sur la santé des migrants. Et en fait, il y a toute une production de savoir en France. On pourrait parler du COMED aussi, pour ceux qui connaissent. Toute une espèce de bouillonnement de recherche pour que ces personnes-là soient des sujets de soins au même titre que les autres. Alors, quelquefois, ça me vaut des remarques des autres patients, puisque c'est à peu près 10% de ma patientèle, donc les 90% autres, et ben, des fois, ils me font des remarques et je leur ai dit que j'ai prêté serment et que pour moi, un patient est un patient. Et je voudrais terminer par le lien. Une Tchétchène qui a fait venir secondairement sa mère et sa grand-mère, qui m'a demandé de faire une visite à domicile. Et quand je suis arrivée, elle s'est retournée vers sa maman et elle m'a présentée en disant « Voilà, c'est ma mère, c'est ma sœur ». Et j'ai compris qu'elle parlait de moi. Vous voyez, 10 ans après, j'ai encore de l'émotion. Donc j'ai posé ma sacoche, j'ai pleuré un petit peu, puis je me suis dit ben, finalement, j'avais pas réalisé à quel point prendre soin simplement de quelqu'un. Elle avait une grossesse très difficile avec un placenta accreta, c'était compliqué. J'avais pris dans sa vie une importance aussi considérable en faisant juste mon métier. Donc ça, c'est le livre qui, par hasard du calendrier, vient de sortir. Je voulais vous parler un petit peu du don et du contre-don, parce que ces gens-là, je me suis donné beaucoup de mal pour eux, j'ai laissé de mon émotion et de mon énergie. Bien que je ne travaille que 35 heures par semaine en libéral, c'est possible. Alors ça, c'est des cadeaux que j'ai reçus, et souvent, ce sont des cadeaux qui sont très signifiants. Ça, c'est une Africaine qui m'a offert ça, parce qu'elle m'a dit « un docteur, ça pense ». Alors ça pense avec un A aussi. Ça, c'est une Géorgienne qui m'a offert ça. Je pense qu'il y a à peu près 1 an de travail. Je ne voulais pas la mettre au cabinet et pas la ramener chez moi, donc j'ai trouvé un prêtre qui a accepté de le mettre dans son église. Et ça, c'est une barade somalienne pour faire du beurre. Et c'est vrai que c'est des gens qui, quand ils vont mieux, ils ont besoin de dire merci pour effacer la dette et pour pas être seulement une personne qui reçoit, mais aussi une personne qui donne. Parce qu'il y a des gens qui ont théorisé ça, que le don humilie celui qui reçoit, et cette humiliation ou cette dette, elle a besoin d'être effacée. Alors, quel est notre privilège à nous, les médecins généralistes ? C'est le temps. On a le temps de voir et de revoir les gens. On a le temps de les voir grandir. J'ai une petite patiente qui dormait dehors, dans les halls d'immeubles, qui maintenant est conseillère municipale des jeunes. Son frère est champion de boxe, donc on a le temps de voir les gens ressortir de l'extrême précarité et de dérouler leur vie. Voilà. C'est joli. Merci beaucoup, Dr Tréguet, pour ce vibrant témoignage. Donc, notre régie a réussi à faire des prouesses techniques et le docteur Tadevin, est disponible. Donc, nous allons reprendre la partie qui devait être en premier, mais peu importe. Donc, vivre sur une île offre le privilège de s'épanouir dans un environnement protégé par la mer. Au-delà de cette vision idyllique, se cachent aussi certaines contraintes sociétales, telles que le manque de services, d'emploi, le coût de la vie élevé, ainsi qu'un accès aux soins pouvant être compliqué. Par exemple, en Bretagne, 11 îles sont habitées à l'année. 11 000 Iliens s'offrent un cadre de vie paradisiaque, éloigné du continent. Les difficultés d'accès aux soins sont principalement liées aux problèmes de transport, que ce soit maritime ou terrestre, pour le patient comme pour le soignant. De même, la population ilienne est confrontée à une offre de soins globalement déficitaire. Ainsi, 3 îles
ne disposent pas de médecins généralistes et seules certaines disposent d'une pharmacie. Ce constat nous amène à nous poser des questions sur les conditions d'exercice. Docteur Tadevin, je ne sais pas. Donc, je crois que c'est bon. Donc, nous allons demander au professeur Tadevin comment elle a pu adapter sa pratique à un environnement isolé. Bonjour. Je m'entends pas par contre. Quel est le problème? Qu'est-ce que ça fout là, ça? L'important, c'est que nous, on vous entend. Là. Et je ne sais pas si vous me voyez. On vous entend très bien. Voilà. Est-ce que vous me voyez là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. C'est tout bon pour nous. Ah, moi je vous vois, mais je n'entends rien du tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, on vous entend tous. Très bien. Donc nous avons perdu le professeur Tadevin. Alors je consulte la régie pour savoir si ça va être bon. Ah, Skype. Ah bon, d'accord. Ah, c'est dommage. Ok, merci. Bon, bonjour à tous et je regrette de ne pas pouvoir vous entendre maintenant parce que j'ai même pas entendu ce qu'on avait dit de moi. Je suppose que j'ai été présentée comme médecin insulaire et aussi prof à la fac de Rennes, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Mais désolée, je ne maîtrise pas la lecture sur les lèvres encore. Là maintenant, vous m'entendez ou pas? Bon, j'ai pas entendu, j'ai pas compris là. Mais il faut sans doute que je vous présente du coup. Je ne sais pas si vous avez préparé un diaporama finalement. Enfin, si vous êtes servi du diaporama que je vous ai envoyé, non? J'ai fait une courte présentation de la médecine insulaire, mais non, je n'ai pas préparé de diaporama. On laisse les intervenants préparer leur diaporama s'ils pas en les paroles, souhaitent. c'est pas grave. S'il y avait un moyen technique de me faire un sous-titrage, ce serait pas mal, mais peut-être que tant pis. Donc j'ai suivi le débat depuis le début. Là, j'ai trouvé très intéressant la présentation les confrères de la médecine de montagne. La médecine des îles, c'est un peu la même chose aussi. Hein. C'est de la médecine générale extrême. J'ai beaucoup apprécié aussi la présentation sur les migrants. On a aussi à Lorient, tout près de notre île, un centre d'accueil des migrants avec des consultations dédiées et de plus en plus de médecins généralistes qui les reçoivent. Et c'est aussi un aspect de notre métier intéressant. Pour en revenir à la médecine insulaire, je pense que ça a l'air un peu moins sportif que la médecine de montagne, surtout dans notre cadre où on est sur l'île de Groix, donc qui est près de l'Orient, où l'hélico peut être là en moins de 10 minutes. Enfin, on a une prise en charge des grosses urgences qui est quand même finalement pas trop compliquée. Là, ce matin, j'ai pas pu être là dès le début de l'atelier parce que on m'a appelé pour une douleur thoracique, mais qui finalement elle était sans gravité. J'ai eu le temps de faire un ECG, de rassurer tout le monde, même le médecin du SAMU, et de revenir pouvoir vous parler. Alors, la médecine insulaire, comme la médecine de montagne, c'est très saisonnier, c'est-à-dire que nous, on est 2 médecins à mon cabinet et on peut sans problème travailler qu'à mi-temps en hiver. C'est comme ça que j'ai pu garder mon activité universitaire.
Par contre, en été, on travaille à double temps. En gros, sur notre île de 2300 habitants, 2 médecins suffisent en hiver et puis en juillet-août, il faut être 5. Donc, faut s'organiser, faut s'adapter. On a beaucoup de chance de trouver des remplaçants motivés, très intéressés. L'une de nos dernières remplaçantes arrivées a quand même eu droit à un arrêt cardio-respiratoire la première demi-journée de remplacement et elle a super bien assuré, mais ça l'a quand même pas mal stressée et depuis elle s'est inscrite à une formation sur la médecine d'urgence. Nous aussi, on est médecins correspondants SAMU. Je vois que la salle réagit. Je regrette qu'on puisse pas échanger et j'ai regretté depuis le début de l'atelier qu'on n'entende pas les questions des internes, mais peut-être que c'est un débat que vous faites ensuite après nos interventions. C'est ça? Ok, j'ai compris. Pas de problème. Tu vas réussir à mettre le son, toi? Oui. Alors c'est au téléphone et puis tu auras. Est-ce que je vais vous entendre du coup là? Ben non, c'est raccroché. Oh, zut. Bon, je vais essayer avec le mien. C'est pas grave. Ça s'est raccroché tout seul, hein, c'est pas moi. Donc, la médecine insulaire, c'est de la médecine générale aussi, avec le soin des patients insulaires qui sont quand même des gens qui vivent sur leur île souvent. On a des patients qui ne sont pas allés à Lorient depuis 30 ans, alors que c'est 3/4 d'heure de traversée et qu'on voit Lorient depuis nos côtes. Hein. Et donc, c'est de la médecine où on doit faire beaucoup de cliniques. L'accès aux prises de sang pour nous est facile, mais pour le reste, je pense que les jeunes générations vont se former à l'échographie et que ça sera quand même une grande aide pour nous. Nous, on n'a pas d'appareil radio, mais si on se compare à Belle-Île, qui a une population 2 fois plus importante que la nôtre, ils ont un hôpital local équipé de radios, de manipulateurs et de téléradiologie, on va dire. Là, chez nous, on va développer la télémédecine très certainement. Mais nous, pour résoudre un problème sur l'île, c'est la clinique et la biologie et c'est à peu près tout. Et les avis, heureusement, les hospitaliers reçoivent quand même facilement nos patients. La confraternité existe vraiment très bien. Si j'ai un doute, je peux les joindre. Là, j'ai pu rassurer le médecin du SAMU tout à l'heure. Enfin, on est vraiment très basé sur le travail en équipe, à la fois avec nos confrères, à la fois avec les paramédicaux qui vivent sur l'île et qui connaissent très très bien les patients chez qui ils vont, à la fois avec les pompiers qui en été nous amènent plusieurs fois par jour de la petite traumato. On fait beaucoup de petites traumatos, c'est moins spéculaire que les radios que j'ai vues tout à l'heure. Hein. Mais bon, ça arrive et dans ce cas, l'hélico arrive très vite. Hein. J'ai pu faire venir l'hélico il y a 3 semaines pour un monsieur qui a 90 ans qui faisait des rectoragies importantes. L'hélico est venu le chercher à 3 heures du matin. Hein. Et parce que ce monsieur est très autonome et il est rentré chez lui depuis. Et ce qui est étonnant ici sur les îles, c'est les patients qui n'ont pas cédé à l'ambiance très addictive, on va dire, sur les différentes substances toxiques. Il y a beaucoup de problèmes d'alcool, de tabac et autres substances. Il y a aussi beaucoup de gens très très en forme. Et des gens de 90 ans qui conduisent leur voiture, qui sont parfaitement autonomes. C'est dommage que j'ai pas accès à vos questions. Ça m'aurait intéressé. Alors, si mes collègues en régie peut-être que quelqu'un peuvent peut m'appeler. appeler et lui expliquer non, qu'on va donc prendre les questions. On va vous dire merci, professeur Tadevin. On va prendre les questions. Voilà. Bon. Oui. Là, est-ce qu'on s'entend là? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Moi, oui. Est-ce qu'il y a une question en particulier ou en fait, on n'a pas encore commencé les questions à la salle. Moi, je vous entends. Je vais vous présenter un atelier en étant au téléphone. Chez vous, la mauvaise connexion. Ah. Ouais. On va les commencer.
D'accord. Oh, bon, donc, chers congressistes, si vous avez des Si vous avez des questions, questions par rapport à la médecine insulaire, sinon vous avez peut-être pas d'autres besoins. Ce que je peux alors, dire en fait, encore, c'est qu'en fait, on peut très bien être médecin des îles ou médecin de montagne et avoir des fonctions universitaires. Nous, on reçoit des internes et des externes qui aimeraient bien venir chez nous. Mais là, c'est un peu compliqué parce que les stages, enfin à Rennes, pour le moment, les stages sont courts. C'est en plein été et on a plus besoin d'internes et de gens qui puissent nous aider quand même à gérer l'afflux de patientèle. L'été est un peu compliqué parce qu'on a d'une part nos vieux patients, enfin ils sont pas tous vieux, mais nos patients habituels qu'on a besoin de suivre, et puis un afflux de patients qui n'ont pas réussi à contacter de médecin traitant sur l'île, par exemple. Pas sur l'île, je veux dire sur le continent, et qui en arrivant pour passer un moment sur notre île, commencent par consulter le médecin. Des gens qui ont plutôt des exigences. Les gens qui viennent en vacances chez nous sont quand même d'un niveau social un peu supérieur, on va dire, et donc assez exigeants avec le système médical. Donc il faut gérer. L'avantage, c'est que même les patients qui nous disent que leur médecin leur donne d'habitude des antibiotiques, on peut leur dire que ici on le fait pas. Ils sont un peu captifs. Mais quand on discute, c'est souvent très très intéressant. donc, merci, professeur Tadevin. En fait, le temps de questions, il est pour les 3 intervenants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recueillir les questions. Si c'est pour la médecine de montagne ou la médecine insulaire, on va vous les faire parvenir par message. Et si c'est pour le docteur Tréguette qui est là, vous les poserez directement. Donc, on va ouvrir D'accord. ce temps de discussion. D'accord. Avez-vous des questions? Bonjour, Anaïs Saï, je suis assistante à Clermont-Ferrand. Du coup, j'avais une question pour le professeur Tadevin, assez pratico-pratique en fait. Elle nous expliquait tout à l'heure que sur l'île, en hiver, ils étaient 2, et puis qu'en été, il faudrait être 5. Je me demandais, peut-être comme d'autres personnes dans la salle, concrètement, est-ce que les médecins qui arrivent en plus sont remplaçants, puisque normalement on ne peut remplacer qu'un médecin qui n'est pas là, ou est-ce que c'est d'autres dispositifs qui pourraient permettre peut-être à des jeunes confrères qui seraient là de se dire tiens, cet été, est-ce que je peux aller prêter main forte dans un endroit comme celui-ci et renforcer les effectifs médicaux, et sous quelle modalité? Alors, professeur Tadevin, est-ce que vous avez entendu la question ou est-ce que je vous la répète? Allô, professeur Tadevin? Alors, si c'est à moi qu'on s'adresse, c'est pas possible. J'entends absolument rien. J'ai pas eu de message me donnant la question. Alors, est-ce que là, vous m'entendez ou Si pas? vous pouviez me rappeler sur mon téléphone à moi, ce serait beaucoup plus facile. Oui, je vous rappelle. Parce que j'ai pas le code de mon collègue. Ce qu'on peut faire, est-ce que quelqu'un a une question pour le... Sinon, est-ce que quelqu'un a une question pour le docteur Tréguette qui est ici? Et entre-temps, je contacte le professeur Tadevin qui vous donnera une réponse. On va laisser chaque intervenant répondre. On a la même problématique en Vendée. Bon, alors allez-y, docteur Tréguette. On a en Vendée, puisque moi je suis à la préfecture de Vendée, à La Roche-sur-Yon, mais au bord, au Sable d'Olonne, à Noirmoutier, on a les mêmes problématiques. Et effectivement, il y a des statuts particuliers d'assistants provisoires où on peut travailler en même temps que le médecin titulaire. Je pense que le docteur le confirmera tout à l'heure, mais c'est effectivement prévu par le Conseil de l'Ordre quand il y a des gros afflux de population. Et c'est tout à fait légal. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bonjour. Excusez-moi, je suis interne à Lille. Je suis aux urgences actuellement et on a beaucoup de personnes immigrées étrangères. Je me demandais comment au début vous aviez fait
pour communiquer avec eux, parce que pour le moment, nous, c'est Google Traduction et on a parfois des interprètes, mais même à l'hôpital, c'est pas forcément évident. Alors je me demandais comment au cabinet vous aviez débuté. Alors, on a débuté dans la douleur, mais c'est quelquefois la douleur qui nous fait innover. Actuellement, on a l'Union régionale des médecins libéraux des Pays de Loire, que vous connaissez peut-être pas encore parce que vous êtes dans l'enceinte de l'hôpital, mais qui est une organisation paritaire des médecins libéraux qui a mis à disposition gratuitement un lien téléphonique avec Interservice Migrants à Paris, où donc en temps réel, même si on n'a pas programmé, on a au téléphone un interprète professionnel. Donc ça, c'est depuis 1 an, donc c'est magistral. Le travail avec les interprètes est un travail qui demande beaucoup de professionnalisme. Donc, moi, je suis venue en Vendée par amour. Je pensais rencontrer des chouans. Donc, je n'avais pas du tout prévu de voir le monde entier. Donc, quand on a vu le monde entier arriver, il a fallu s'organiser. Et on a fait ça avec des petits bouts de ficelle au début, de manière pas très professionnelle. Et petit à petit, on a professionnalisé nos interprètes qui font des formations. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'interprète, il peut être bon, il peut être mauvais. C'est-à-dire qu'il peut profiter de son pouvoir. Moi, Google Trad, c'est horrible, c'est extrêmement compliqué. Je pense qu'il faut qu'on envisage d'avoir vraiment des interprètes médiateurs assermentés avec une éthique très claire pour pouvoir faire du bon travail. On voit aussi qu'au début, on a fait traduire des enfants pour leurs grands-parents en réanimation. Enfin, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter non plus qu'un enfant traduise les violences sexuelles sur sa mère. Enfin, il y a des choses, il faut faire très, très attention avec l'interprétariat. Et autant on est parti avec les moyens du bord parce qu'on n'avait pas le choix, autant je pense qu'il faut petit à petit être très exigeant. C'est très progressif parce qu'au début, c'était une dépense supplémentaire qu'il ne fallait pas faire. Sauf que du coup, ça coûte cher de mal soigner les gens. Parce qu'après, donc, il faut qu'à un moment, les hôpitaux, ou en tout cas nous, on a trouvé des solutions libérales pour que la traduction soit faite. Alors on a des gens à qui on a beaucoup rendu service et qui nous rendent service. On a parlé du don et du contre-don, hein, donc qui nous ont fait des interprétariats de très bonne qualité pour rendre les moments où on les a soignés gratuitement parce qu'ils n'avaient pas encore d'assurance maladie. Donc on a bricolé, mais on y arrive à quelque chose de plus professionnel progressivement. Autre question? Ça peut être pour les 3 intervenants. Par contre, peut-être que ce serait plus simple juste d'attendre le micro. Merci beaucoup à notre collègue. Oui, je vous demandais, les moments où vous soignez des personnes sans papier, c'est du bénévolat du coup ? Alors normalement non, parce qu'en France, on n'a pas toujours des papiers, mais en général, on a toujours une assurance santé, soit la CMU quand on est dans le processus de demande d'asile, soit l'aide médicale d'État quand on est débouté. Donc en principe, on doit pouvoir se soigner. Ce qui est assez, quelquefois, il y a des trous entre les différentes modalités. Mais non, on essaye, dans la mesure, ça peut arriver, mais c'est marginal, on va dire. Merci. Par contre, il ne faut pas faire ça pour l'argent, hein, parce que c'est des consultations... Non, mais je dis ça, parce que c'est des consultations longues. Si on a un interprète, ça allonge le temps. C'est éprouvant. Donc, c'est un soin qui a du sens. Et c'est vrai que la France a ces belles choses qui sont régulièrement remises en cause, hein, l'aide médicale d'État. On dit que ça coûte cher, mais finalement, la plupart des gens ne sont pas expulsés, donc ils restent sur le territoire. Donc ne pas les soigner au moment où ils sont malades, c'est pas économique du tout. Donc régulièrement, les associations comme Médecins du Monde ou Aide ou d'autres associations essayent d'expliquer au gouvernement ça, c'est que laisser quelqu'un qui est malade sur le territoire, c'est de la mauvaise économie. Du coup, j'ai aussi une question, vous avez commencé à y répondre. Par rapport à... Je suis là. Par rapport à votre fonctionnement, est-ce que vous travaillez avec MSF ou toute autre organisation? Et si oui, dans quelles circonstances? Et aussi, du coup, vous nous avez dit que c'était 10% de votre patientèle. Est-ce que votre commune a un accord particulier? Ça me paraît quand même beaucoup
pour votre patientèle? Alors, on travaille avec Médecins sans frontières, tu veux dire, ou avec Médecins du Monde, tu pensais MSF? Alors, c'était 2 questions séparées. Ouais. C'est-à-dire, en gros, est-ce que dans votre pratique, vous travaillez avec MSF ou Médecins du Monde ou toute autre organisation pour l'accueil des migrants? Et autre question, votre patientèle, c'est 10% de migrants? Non, oui, je vais répondre ça. Okay. Déjà, effectivement, j'ai beaucoup aimé le thème de ce congrès qui était le thème du lien. Donc, le lien, déjà, les gens qui arrivent chez nous, ce sont des gens désaffiliés, c'est-à-dire qui ont perdu les liens. Et le cabinet médical est un lieu d'affiliation provisoire. C'est-à-dire c'est un repère quand tout est perdu, où au moins ici, il y a un regard bienveillant et il y a un lieu de sécurité. Et on a aussi des tas de liens. Alors, on n'a pas de lien avec Médecins du Monde qui va surtout dans les grandes métropoles régionales et pas dans les préfectures de 100 000 habitants. Enfin, donc, chez nous, il n'y a pas de tout ça. Mais par contre, on travaille avec le CLAT, le Centre de lutte antituberculeuse, la PAS qui s'est mis en place assez récemment, mais qui sont nos interlocuteurs permanents. On a des liens avec le centre de vaccination, le centre de dépistage des IST. Donc, on est en lien permanent avec tous ces gens-là. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tenir dans cet exercice si on n'est pas en lien non plus avec les centres d'accueil, avec les psychiatres. C'est-à-dire, c'est ensemble qu'on peut relever ce défi. C'est un gros défi pour le système de santé et on ne peut pas le relever tout seul, ça c'est sûr. Alors moi j'ai dit, j'en ai vu 500 en 15 ans, hein, donc je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est quand même, je les ai presque tous vus, tous ceux qui sont passés en Vendée sont venus presque tous une fois chez moi au cabinet, parce que en fait j'intervenais dans un foyer pour SDF. Et quand les migrants précaires sont arrivés en Vendée au début des années 2000, il n'y avait rien de prêt, rien du tout. Donc on a vu des familles avec des gamins arriver au milieu de gens alcoolisés à la rue depuis 15 ans. Donc le mélange était assez détonnant. Et donc dans ce contexte-là, moi j'étais médecin de SDF, donc j'ai rencontré ces gens-là. Je vous passe les détails, les gens qui enjambent les chiens avec les bébés dans les bras. Enfin, c'était assez ubuesque. Et du coup, il y a un lien qui s'est fait avec ces populations. Et là, j'étais un peu fléchée. Donc après, les gens se sont dispatchés sur le département parce qu'on est dans un département où il y a très peu de chômage. Donc ils ont trouvé du travail dans les abattoirs de volailles ou ce type de choses. Et donc ils ont quitté la ville, mais ils sont passés chez moi au moins une fois. Donc quand je dis 500 personnes, c'est 500 personnes en 15 ans, hein, pas forcément en file active quotidienne. Mais c'est vrai que je suis fléchée. Hein. Je pense que... Ouais. Merci. Merci, docteur Tréguet. On me dit que le docteur Tadevin entend le retour à la salle. Donc, si vous avez des questions précises, et peut-être on peut... Anaïs, est-ce que tu avais eu ta réponse complète? Donc, oui. Donc, est-ce qu'il y a de nouvelles... En tout cas, s'il y a de nouvelles questions, ce sera plus simple. Elle pourra vous répondre vu qu'elle nous entend. Mais sinon, on peut continuer donc les questions, que ce soit au docteur Mirabel ou au docteur Tréguet. Concernant les assistants provisoires que vous avez l'été, est-ce que vous avez aussi des statuts d'assistants provisoires par des remplaçants non thésés? Oui, bien sûr. L'été, on se fait remplacer éventuellement par des non thésés. On reçoit aussi des internes, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois. Ce qui fait qu'on a beaucoup de nos anciens internes où ça se passe qui reviennent faire des remplacements. Et ils reviennent même avant la thèse. Alors, ça pose un petit problème. Ils sont parfaitement compétents. Hein. Ils ont bossé avec nous, ils savent gérer plein de choses. Mais dans les relations avec les médecins correspondants SAMU, quand on demande du renouvellement de matériel, de choses qui ont été utilisées par l'interne, qui officiellement n'est pas formé MCS, ça pose quelques soucis. Mais moi, je trouve qu'ils bossent très très bien. De toute façon, en fait, on est plusieurs au cabinet. Ils savent que si quelque chose les dépasse, ils peuvent toujours nous demander conseil. Donc, même la nuit, on est toujours au moins l'une ou l'autre du cabinet joignable, en fait, si vraiment il peut y avoir des situations un peu compliquées.
Je peux même vous raconter une anecdote. L'autre jour, j'étais appelée pour un jeune homme alcoolisé qui avait fait une tentative de suicide, et quand il m'a vu arriver, il a dit qu'il voulait surtout pas me voir parce qu'il pensait que j'étais responsable du cancer de son père. Donc, sans aller dans les détails, mais c'était « tas de vin, j'en veux pas ». Et j'étais évidemment seule de garde la nuit, et donc comme il était de plus en plus agité à ma vue, que les pompiers et les gendarmes étaient un peu interloqués par son attitude, je suis sortie de son appartement et j'ai géré le truc avec le médecin du SAMU. Et finalement, il a très bien accepté de monter dans l'ambulance et d'être transféré quand on lui a dit que c'était l'autre médecin de Lille qui l'avait dit et non pas moi. Parfois, il faut faire un peu de ruse comme ça. Les insulaires peuvent avoir un certain caractère, mais le lendemain j'ai eu les excuses de la famille et c'était pas un problème. Donc même les jeunes, ils apprennent des choses et ils savent qu'on est là, même si en tant que remplaçant. Si c'était ça la question. Merci. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que les internes, ils ont accès aux formations MCS? Eh bien, non. Mais pas pour le moment. Pour le moment, les formations MCS, ils ont un peu de mal à les organiser déjà. Moi, quand j'ai fait une demande de formation MCS en août 2016, quand j'ai commencé à faire des remplacements, parce qu'avant j'étais installée à la campagne, j'ai eu la chance de trouver un successeur, parce qu'on avait un cabinet médical qui fonctionnait très bien, donc je suis devenue médecin remplaçant. Mon première idée n'était pas du tout de m'installer sur les îles, mais je suis tombée sous le charme de cette île et je regrette pas du tout. Les premiers mois sont compliqués quand même, mais bon, maintenant c'est bon. Et en fait, les formations MCS, donc au niveau de l'organisation, donc ça se fait à Vannes, le capital, enfin comment on dit, le chef-lieu du Morbihan. C'est eux qui organisent tout ça, mais avec des financements de l'ARS. Et vous savez ce que c'est que l'administratif, ça met du temps à se mettre en place. Donc moi, j'ai fait ma demande en août 2016. Et finalement, la formation n'a été organisée que fin 2017, en décembre 2017. Donc pendant déjà moi 1 an et demi, j'ai fait de l'urgence sans y avoir été complètement formée, sauf que j'avais fait quand même quelques formations lors de mon cursus antérieur. Et pour le moment, ça s'adresse qu'aux médecins installés sur les îles, effectivement. Mais il y a d'autres choses. Notre remplaçante qui a été confrontée à un arrêt cardiaque, elle s'est tout de suite inscrite à un DIU de prise en charge de l'urgence en médecine générale. Et notre autre remplaçante qui travaille aussi beaucoup sur l'île de Ouessant, elle est médecin pompier, ou elle est en train de le devenir en tout cas. C'est aussi une solution en fait. Mais elles sont thésées toutes les deux. Je suis pas sûre que ces formations-là soient accessibles aux non thésés. Ça dépend. Voilà. Merci. J'ai une question concernant vos horaires et savoir si vous avez un système de garde pour les médecins des îles. Ah oui, alors on a un système particulier, c'est qu'on est de garde 24 heures sur 24 en fait. Et que comme officiellement on est 3 médecins sur l'île, donc il y a notre cabinet plus un autre médecin, notre cabinet est de garde 2 semaines sur 3 à temps plein. On fait de la garde de nuit profonde qui est indemnisée 150 € chaque nuit, et puis les week-ends sont bien indemnisés aussi. Et finalement, on n'est pas. Enfin là, je suis une garde pendant 15 jours et je sais que je vais peut-être être appelée une nuit ou deux, mais ça m'inquiète pas trop en fait. Je suis une garde parce que c'est les vacances, c'est que ma collègue est partie en vacances, c'est normal. Mais ensuite, dans la journée, je rebondis un peu sur ce que disait Brigitte Trégoët tout à l'heure sur la prise en charge des migrants. La médecine insulaire, je pense qu'en montagne, c'est un peu pareil. Ça prend beaucoup plus de temps que les consultations que je faisais en médecine rurale, parce que les moyens sont différents, qu'il y a beaucoup de grosses polypathologies parmi les insulaires. Et puis, on a une population majoritairement assez âgée. Il y a beaucoup de retraités qui sont venus s'installer, soit d'origine groisillonne, soit des gens qui ont rêvé de Groix pendant des années et qui reviennent s'y installer quand ils sont à la retraite. Mais du coup, ils ont plus de 60 ans et évidemment, une consommation de soins qui va avec l'augmentation de l'âge, évidemment. Ce qui fait que quand j'étais sur le continent, je faisais des consultations de 1/4 d'heure à peu près, enfin
Évidemment, c'est toujours variable, hein, mais à Groix, sauf en plein été où il y a beaucoup d'estivants qui viennent pour des petites choses, il est difficile d'envisager de faire des consultations, d'en faire plus que 3 par heure, hein, et même parfois 2. Donc, sur le plan des revenus, comme disait Brigitte Tréguet, c'est pas très très rentable. On s'y retrouve un peu avec les indemnités de garde, et puis sinon on a une qualité de vie que je suis ravie d'avoir découverte ces 3 dernières années. Nous avons encore un peu de temps. Une ou 2 questions. Ça peut être aussi pour notre collègue docteur Julien Mirabel. Je voulais juste ajouter une petite chose, si le temps qu'une autre question se reformule. L'organisation des soins a énormément évolué ces dernières années. Bon, moi, ce que je connais, c'est le secteur breton, évidemment. À Rennes, on forme 110 internes en médecine générale par an. À Brest, ils sont à plus de 70, je crois. Et à Nantes, ils en forment autant que nous. Donc, il y a beaucoup de médecins généralistes qui vont arriver dans les années qui viennent avec des choix, des souhaits de vie professionnelle quand même respectant beaucoup mieux la vie personnelle que ce qu'on faisait il y a 30 ans. Ce qui fait qu'on pourra remplacer en gros un médecin d'il y a 30 ans par 2 médecins jeunes. Et c'est pas seulement un problème féminin, hein. Les hommes aussi ont envie de s'occuper de leurs enfants, de faire du sport, d'avoir accès à la culture. Et quand on est installé dans un lieu éloigné, insulaire, eh bien, on peut faire du temps partiel, travailler 3 jours par semaine et faire autre chose sur le continent une partie de la semaine. Enfin, tout est possible en fait. Tous les modes d'organisation sont envisageables et nous, on est vraiment volontaires pour s'adapter à ce genre de choses parce que même si l'exercice médical est extrêmement varié sur les îles et en montagne, c'est vrai que l'environnement, vous voyez, en hiver, ici, il y a 2300 habitants, tout le monde sait ce qui se passe dans la maison d'à côté, donc c'est un peu claustro également, et on a besoin de prendre l'air, même si l'air marin, on en a, et l'air de montagne, on en a aussi. Sortir du microcosme dans lequel on travaille fait du bien, et c'est vraiment parfaitement envisageable. Merci, professeur Tadevin. Alors, est-ce que c'est possible qu'on se reconnecte avec le docteur Mirabel? Le docteur Tréguet a une question pour le docteur Mirabel. Donc, je crois qu'il va falloir qu'on déconnecte avec le docteur Tadevin. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je vais continuer à vous suivre. Merci beaucoup, en tout cas. Hein. Docteur Mirabel? Alors, notre régie fait des miracles. Hein, Moi, j'ai été frappée de voir l'usage de l'échographie par le docteur Mirabel et puis par le docteur Tadevin. Là. Effectivement, nous aussi, on vient d'acheter un échographe et on va se servir même quand on est à 5 minutes de l'hôpital. Et j'aurais aimé qu'ils nous répondent à quoi lui sert son échographe, pour quel type de pathologie. Parce qu'évidemment, ça ne doit pas lui servir pour les grosses fractures du genou qu'il nous a montrées. Docteur Mirabel? Oui, donc je ne sais pas si vous avez entendu la question du docteur Tréguet qui aimerait avoir un peu plus d'informations sur l'usage que vous faites de l'échographie dans votre pratique. Pour l'instant, l'échographie, on s'en sert surtout dans l'urgence. Moi, je n'ai pas fait la formation d'écho, j'ai mes collègues qui sont en train de se former sur le DU de Marseille. Moi, l'utilisation que j'en ai, c'est surtout en fast écho. C'est-à-dire regarder sur les traumas abdominaux, est-ce qu'il y a du sang dans l'abdomen.
Et on a un très bon exemple hier, on avait une petite de 8 ans qui a fait un choc frontal et effectivement, quand ma collègue l'a prise en charge, elle a mis un coup d'écho, elle avait du sang dans le ventre, donc du coup la rate saignait et ça nous a permis de déclencher l'écho plus rapidement en fait. Donc la grosse utilisation, c'est sur la FAST pour l'instant. Et au niveau pulmonaire, en fait, tout ce qui est thorax, abdos, la radio a beaucoup moins d'indications qu'avant, on utilise beaucoup moins et c'est vrai qu'on va beaucoup plus facilement sur l'échographie. Après, effectivement, il y a toute l'utilisation dans la médecine générale, que ce soit sur de la gynéco simple, sur la colite néphrétique, sur voilà, plein d'autres choses, sur de la traumato pas fraîche, par exemple une épaule chronique avec une coiffe des rotateurs, ce genre de choses. En fait, c'est tellement vaste comme pratique. Enfin, l'idée, c'est que c'est aussi c'est à nous, médecins généralistes, d'inventer notre pratique de l'écho, parce que pour l'instant, c'est très radiocentré, enfin, c'est les radiologues qui le font, et il y a toute une réflexion, même au sein du Collège de médecine générale, sur quelle va être la place de la pratique de l'échographie en médecine générale. Ouais. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Je pense que si. En tout cas, merci. Donc, il est temps pour nous de conclure cet atelier. Merci beaucoup à nos 3 intervenants. Que ce soit sur une île, à la montagne ou face à une population de migrants précaires, la médecine générale nous offre une possibilité infinie d'exercice. Construisons notre pratique et voyageons à travers les différents paysages de la médecine générale. Je tiens à remercier donc nos 3 intervenants, l'ensemble du Bureau national de l'ISNAR-IMG, l'ensemble des bénévoles qui sont nombreux et sans qui cet événement n'aurait pas lieu. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement mes collègues et amis Sarah Léger, chargée de mission Relations internationales, et Pierre Guillet, premier vice-président de l'ISNAR-IMG. Et je tiens aussi à remercier tous nos ingénieurs en régie qui ont pu faire que cette prouesse technique ait lieu. Pour ce qui est de nos éléments bibliographiques, vous pourrez les retrouver sur le stand de l'ISNAR-IMG. Et donc, le docteur Tréguette reste sur le congrès et vous pourrez la rencontrer au niveau du stand de l'ISNAR-IMG. Voilà, ne serait-ce que pendant le temps de midi à 14h si vous avez des questions à lui poser ou simplement pour discuter de son expérience. Voilà, merci à tous.